BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On a invité ce soir, c'est Stéphane Boujnah, il est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Boujnah. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, les nouvelles ambitions d'Euronext. Vous venez d'acheter une petite société, mais intéressante, c'est peut-être une diversification pour Euronext. On parlera de la, ça y est, au bout de 3 ans, la fin de l'intégration de la Bourse de Milan, avec les conséquences que ça a. Et puis de votre nouveau plan stratégique que vous allez lancer le 7 novembre prochain. Mais déjà, quelques petites questions d'actualité sur l'Europe du marché des capitaux. Peut-être aussi une question sur le climat politique français. On va quand même se rappeler que vous avez été à Bercy. C'était il y a longtemps, je suis d'accord, mais enfin, je suis sûr que vous restez quand même très au fait de la situation des finances publiques de la France. En plus, ça relie quand même un peu avec votre activité. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une situation très, très, très compliquée ou pas du tout ? Bon, d'abord, j'étais à Bercy à la fin du siècle dernier, oui. Et la situation est compliquée. Elle est différente surtout. Nous allons traverser les décisions qu'il faut prendre dans les semaines qui viennent dans un contexte différent de celui qu'on a connu lorsque nous avions des majorités absolues à l'Assemblée ou des majorités plurielles, puisque vous faisiez référence à l'époque où j'avais quelques miettes de responsabilité aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. C'est un contexte différent. Mais les problèmes qu'il faut résoudre, ils sont connus. La bonne nouvelle, c'est qu'on est face au mur et qu'il va falloir les traiter dans un contexte européen où il faut à la fois proposer, dans le cadre européen, une trajectoire de réduction de nos déficits, mais également un programme de réforme structurelle nécessaire pour rendre cette trajectoire crédible. Et peut-être qu'on ne parle pas assez, sur les médias en tout cas, dans les médias, de ce deuxième volet de nos engagements européens, qui est de présenter des réformes structurelles de nature à rendre crédible la trajectoire de réduction de nos déficits. Et c'est le travail de l'équipe que M. Barnier est en train de constituer. Essaye de constituer, on va dire ça comme ça. Juste, si je faisais allusion à fait que vous étiez à Bercy, c'est que là, on parle éventuellement d'une hausse des impôts, d'une surtaxe pour les entreprises. Or, vous l'aviez fait avec Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que c'est un contexte différent ? Il y avait une très bonne croissance, mais est-ce que ça a été très compliqué à mettre en place ? Écoutez, j'en ai aucun souvenir, je ne m'occupais pas de fiscalité, c'était il y a vraiment plus d'un quart de siècle. On va parler là maintenant, on est en plein dedans, c'est avec le grand défi de l'Europe, avec la constitution de cette Commission européenne, avec les aléas que l'on connaît. Un des points importants, c'est l'Europe des marchés des capitaux. Cette union. On sait que c'est très difficile à faire. Bruno Le Maire nous a expliqué que c'était essentiel. Là encore, on sait que ça fait partie des recommandations urgentes de Mario Draghi. Pourquoi ça coince ? Moi, j'ai l'impression que je suis journaliste depuis le siècle dernier, j'ai l'impression que depuis là, on parle de l'union des marchés des capitaux et on n'y est toujours pas. Alors, comment faire ? Il y a une raison structurelle, c'est que quand on a fait le marché unique dans les années 90 avec Jacques Delors, on a exclu du marché unique, explicitement à la demande des États membres, 3 secteurs, les télécoms, l'énergie et le secteur financier. Et ce sont les 3 secteurs les plus en retard. Le secteur de l'énergie est en train de s'intégrer très rapidement du fait de la crise que nous avons connue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais c'est vrai que sur les 2 autres secteurs, les choses sont restées fragmentées. Il y a eu une tentative, quand les Britanniques étaient encore dans l'Union européenne, sous l'autorité de M. Jonathan Hill, de lancer cette union des marchés de capitaux. Et ça reposait sur quelque chose de très évident, qui est à l'époque, faire de Londres la plus grande place financière de l'Union européenne était quelque chose que tout le monde acceptait ou une chose à laquelle tout le monde se résignait. Les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Et donc, on est entré dans une phase où l'Union des marchés de capitaux a été un projet orphelin. Qui n'avait pas de portage politique, qui n'était pas porté par une vision. Et donc, des éléments un peu baroques ont été produits sous l'autorité de M. Dombrovskis, un ancien Premier ministre letton, de Mme McGuinness, la commissaire irlandaise. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas de portage politique et pas de vision. La nouveauté, et vous l'avez souligné, c'est qu'entre le discours de la Sorbonne du président
président Macron, l'engagement des autorités à Berlin, l'engagement très fort des autorités italiennes, l'engagement très fort des Néerlandais et quelques autres, il y a maintenant une volonté d'aller très vite. Et les deux gros rapports, je dirais les trois, avec le rapport de M. Noyer, le rapport de M. Letta et le rapport de M. Draghi, disent tous la même chose. Il faut que l'épargne des Européens finance les fonds propres des entreprises européennes. Et pour ça, il y a des solutions européennes et puis il y a des solutions nationales. Parce que on souligne toujours la nécessité de faire un marché unique européen, mais parce qu'effectivement, les Européens, vous connaissez les ordres de grandeur qui sont très bien rappelés dans le rapport Noyer. Il y a à peu près 13% du PIB européen qui est consacré à l'épargne. Oui. Mais les Européens exportent leur épargne, essentiellement vers les États-Unis, et importent des États-Unis des fonds propres qui s'investissent dans les entreprises européennes. Et c'est ça qui est un dysfonctionnement. De même que les Européens épargnent beaucoup, mais investissent plutôt leur épargne dans des produits de taux, l'assurance vie très largement, ou des bons du Trésor en Italie, et pas assez dans des fonds propres des entreprises par les actions. Oui, oui. Et donc, les réponses à cette situation, elles sont à la fois européennes, et c'est un catalogue de mesures qui sont techniques, mais quand même une vision de consolidation des marchés, et puis nationale, pour make equity great again, rendre les actions à nouveau intéressantes comme véhicule d'investissement. C'est tout votre défi. Et c'est ça qui doit être fait, notamment sur les ratios prudentiels. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que tout le monde dit, mais il y a autrefois les assureurs et les banques investissaient plus en actions, et puis depuis la grande crise, c'est plus possible. Mais c'est vrai que en 2007-2010, le problème macroéconomique qu'il fallait résoudre, c'est qu'il y avait trop de risques dans les portefeuilles. Aujourd'hui, en 2024, le problème macro est rigoureusement l'inverse. Il n'y a pas assez de risques dans les portefeuilles. Et donc, les ratios prudentiels qu'on est en train de mettre en œuvre sont le reflet de préoccupations macro des années 2007-2012 et pas des nécessités de 2024. Et on est d'accord, mais donc ça veut dire quoi? Vous dites qu'il faut changer. Il y a beaucoup de banquiers qui appellent à ça et on ne les croit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut changer ces ratios prudentiels. Mais c'est ce qu'on dit dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux. Oui. Il faut affronter l'inertie, l'inertie au sens physique du terme, c'est-à-dire le fait qu'on applique des mesures qui sont devenues obsolètes. C'est un peu comme la même chose que le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence est figé dans le traité de 1957. Mais en 1957, la Chine n'existait pas sur le plan économique mondial. Et donc, organiser la concurrence à l'intérieur de l'Europe, c'était l'horizon ultime. Maintenant, organiser la concurrence sur la planète, c'est une question qui se pose dans des termes différents, mais avec des règles qui ont été figées dans un traité en 1957, comme les ratios prudentiels ont été figés conceptuellement il y a une vingtaine d'années. Ah oui, et le problème, c'est que voilà, c'est nous, le temps qu'on réagisse, qu'on s'adapte à la conjoncture qui change, et ben, tout ça, ça prend des années. Oui, mais ce qui est paradoxal, juste parce que vous avez créé Euronext, c'est Amsterdam, c'est Lisbonne, c'est Paris, c'est Milan, on en dira un mot évidemment dans un instant, c'est Dublin. Donc, vous avez réussi, à quelques exceptions près, évidemment, vous avez réussi l'Europe des bourses. Pourquoi ? Ce qu'on a réussi à faire sur des bourses, on n'arrive pas à le faire sur des capitaux. Alors, les conséquences sont bien plus importantes, on est bien d'accord. Mais enfin, ça peut paraître paradoxal, non ? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, Euronext, c'est un peu la colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux. Oui. Pour de vrai, puisqu'on a à peu près un quart des actions qui sont échangées en Europe, qui sont échangées sur les marchés intégrés, le marché unique d'Euronext. Je crois que c'est un modèle qui nécessite un engagement très fort des porteurs de projets et des États, et peut-être que dans certains cas, certains États membres sont encore frileux ou réservés, soucieux de réserver une sorte d'identité, de spécificité à ce qu'ils font. Est-ce que cette consolidation, elle est terminée au niveau européen ? Non, elle n'est pas que terminée. Euronext est un projet ouvert, mais vous attendez Francfort, quoi. Non, mais Francfort est une entreprise qui a 3 ou 4 fois la taille d'Euronext aujourd'hui. Euronext faisait en 2014, quand elle a été introduite en bourse, 1,4 milliard de capitalisation boursière. Aujourd'hui, ça fait 10 milliards, alors que Deutsche Börse est aujourd'hui proche de 40 milliards. Oui, donc effectivement, le match, il est pas encore en votre faveur. À propos de match, on a le sentiment qu'il y a un peu un match, nous en tout cas on le ressent ici à BFM Business, private equity contre la bourse. Si vous regardez par exemple Sanofi qui veut céder sa division grand public de Doliprane & Co, au départ il disait c'est soit en bourse, soit c'est le private equity. Finalement ça sera le private equity. On a beaucoup d'exemples comme ça. Comment vous l'expliquez ?
la taille du private equity fait que désormais, c'est une option nouvelle qui n'existait pas il y a 20 ans par rapport aux problèmes pour résoudre les problèmes qui autrefois ne pouvaient être solubles que par l'introduction en bourse. C'est une réalité. Je ne pense pas que c'est une question de concurrence. C'est que... si. Parce que... Il n'y a plus tellement de grande introduction en bourse. Non, les fonds de private equity ont un mandat qui est d'acheter les actifs pour les revendre. C'est leur métier. Ils gagnent leur vie, ils rémunèrent leurs investisseurs en cédant des actifs et en constatant une plus-value qu'ils partagent avec leurs investisseurs et avec eux-mêmes. Mais, in fine, l'horizon est un horizon de cession. La liquidité ultime reste le marché de capital, des capitaux et le marché boursier. Si vous avez comme projet, non pas de vous revendre, de croître pour vous revendre. Mais si vous avez comme projet d'être un acheteur, un consolidateur, de transformer l'industrie, alors l'endroit où vous êtes indépendant et où vous pouvez lever du capital, faire des grosses acquisitions transformantes, fusionner, où vous pouvez émettre des instruments financiers, c'est la société cotée. Donc c'est vrai que cette étape peut être plus tardive qu'elle ne l'était il y a 20 ans, mais c'est vrai aussi que cette étape est la seule qui est disponible pour ceux qui veulent véritablement transformer leur industrie. Oui. Même Xavier Niel s'est retiré de la bourse. On parle des nouvelles ambitions d'Euronext, parce que quand même, d'abord là, vous avez racheté vous avez racheté une société, mais surtout, on va parler, c'était il y a 3 ans, vous étiez venu ici, bien sûr, c'était pour le rachat de Milan, la bourse de Milan, ça y est, l'intégration, elle est terminée, mais avec des conséquences très importantes pour l'ensemble d'Euronext. Oui, vous mentionnez la bourse de Milan. En réalité, le groupe Borsa Italiana est beaucoup plus important que ça, puisque c'est une bourse dans laquelle il y a évidemment pour faire de la pédagogie, la cotation, évidemment la négociation des titres cotés à Milan, mais aussi de la compensation, ce qu'on appelle en anglais le clearing, et du règlement livraison, ce que faisait autrefois la SICOVAM en France. Et la différence d'échelle qu'a apporté l'acquisition de Borsa Italiana est tout à fait considérable. Comme je vous le disais, on faisait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires en 2014-2015 quand je suis arrivé. On fait maintenant 1,5 milliard environ de chiffre d'affaires. La capitalisation boursière, quand je suis arrivé, était autour d'1,8 milliard. Elle est maintenant de plus de 10 milliards. Et qu'est-ce que ça change pour ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent? Ce que ça change, c'est que nous sommes désormais beaucoup plus intégrés, beaucoup plus diversifiés, et que nous pouvons offrir à nos clients beaucoup plus de services. En 2015, quand Euronext est redevenue une société indépendante, nous n'avions plus de compensation. Nous étions clients d'un fournisseur basé à Paris, mais qui appartient au groupe London Stock Exchange, qui fournissait nos services de compensation. Désormais, la compensation des produits échangés sur Euronext est intégralement réalisée dans une société du groupe Euronext qui s'appelle Euronext Clearing. Même chose pour le règlement de livraison et la conservation de titres qui est maintenant intégré. Donc, cette intégration permet d'offrir une série de services à nos clients beaucoup plus diversifiés, beaucoup moins chers que celle qui est proposée par nos investisseurs. Et par exemple, en matière d'énergie, il y a une activité qui s'appelle Nord Pool, qui est une bourse d'échange d'électricité. Nous allons lancer, dans le cadre d'un projet extrêmement important que conduit chez Euronext Camille Bedin, nous allons lancer une série de produits dérivés sur l'électricité dès le début de l'année prochaine. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire sans Borsa Italiana et sans notamment les activités de compensation de Borsa Italiana. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Transformante. Le groupe aujourd'hui est non seulement plus gros, plus rentable, plus intégré verticalement, mais il a des capacités de s'engager dans un nouveau plan stratégique beaucoup plus ambitieux que le précédent, avec beaucoup plus de croissance organique, et que nous annoncerons d'ailleurs le 8 novembre, mais qui est un plan qui va essayer d'utiliser toutes les ressources que nous avons intégrées. Vous savez, ce projet italien, nous avions annoncé ici, quand la transaction a été réalisée, que nous réaliserions, avant la fin 2024, 60 millions de synergies en relation avec cette opération. Nous sommes assez confiants dans notre capacité à réaliser au moins 115 millions de synergies en lien avec cette opération, quasiment le double. Parce que les équipes ont énormément travaillé et qu'il y a eu énormément d'opportunités que nous avons saisies pour mettre notre data center en Italie, pour mettre cette compensation dont on a parlé en Italie. Et donc, les opportunités sont énormes. Maintenant,
l'ambition du groupe, de toutes ces nouvelles équipes, c'est l'étape suivante. Et alors justement, l'étape suivante, là vous venez de faire une petite acquisition, mais peut-être qui donne une indication, vous avez racheté une société d'analyse et de données de marché qui s'appelle Substantive Research. Est-ce que finalement, le nouveau plan stratégique que vous allez annoncer, donc c'est le 8 novembre, pardon, j'avais dit le 7 novembre, le 8 novembre, est-ce que ça veut dire que Euronext, maintenant, ça va être surtout plus de services? Euronext, c'est une double diversification qu'on va accélérer. Une diversification des métiers de trading, de négociation. C'est-à-dire aujourd'hui, la partie action. Oui, mais la partie action aujourd'hui ne représente plus que 15 à 17% du total de l'ensemble. Et on va continuer à faire croître les autres métiers de négociation sur les produits de taux avec MTS, qui est une plateforme de négociation essentiellement de bons du Trésor des pays de l'OCDE. Les commodities, c'est-à-dire le blé. Les cryptos. Est-ce que vous allez faire une bourse pour les cryptos? On va se diversifier dans toutes sortes de classes d'actifs, comme on l'est déjà sur les devises, l'électricité, les commodities de blé, etc. Et à côté de cette première diversification à l'intérieur des métiers de négociation, effectivement, nous allons devenir un acteur beaucoup plus puissant dans les métiers du post-trade, du post-négociation, dans les métiers des services, en ce compris les données, et là vous avez raison de mentionner cette petite acquisition que nous avons réalisée hier, et puis dans les métiers des services aux entreprises. Donc effectivement, il y aura une double diversification et un approfondissement des projets de croissance. Il y aura deux jambes. Il y aura deux jambes, là où il y avait autrefois un seul pilier qui était la négociation des actions à Paris, Amsterdam. Et votre plan stratégique sera basé là-dessus. Vous n'avez pas répondu, ou peut-être que vous avez éludé, je ne sais pas, vous allez me dire ça. Vous avez vu que les Suisses, si on en croit le Financial Times, le Swiss Stock Exchange se lance dans les cryptos, une bourse d'échange pour les cryptos. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose chez Euronext? Non. Non. Non, il y a des acteurs très puissants sur les cryptos. Nous avons toujours été réservés par rapport à cette classe d'actifs dont la principale fonction est spéculative ou le transfert de valeur dans des conditions qui sont plus opaques que sur les modes transparents de circulation de l'argent que sont notamment le mode SWIFT. Donc je considère que le ratio entre l'opportunité de marché et le risque de réputation n'est pas bon pour une entreprise comme Euronext. D'accord, c'est un risque de réputation. C'est un risque de réputation et un risque de régulation, parce que, vous savez, on fait quelque chose de très très important depuis plusieurs siècles, et depuis plusieurs dizaines d'années, de mettre en rouge ou en vert un nombre sur un écran, et le reste du monde appelle ça le prix, et prend des millions de décisions en conséquence. Les cryptos actifs sont des instruments qui n'ont pas le même cadre de transparence et de régulation, et je pense que ce n'est pas notre rôle de nous engager dans ce terrain que je considère pour ma part dangereux. Au moins comme ça le mérite d'être clair. Pas question de mettre en danger la réputation d'Euronext. Merci beaucoup Stéphane Boujnah d'avoir été avec nous, président du directoire d'Euronext. Et donc rendez-vous, ça y est, le rendez-vous il est pris, le 8 novembre, on se retrouve ici en studio. Absolument. Voilà.